Bienvenue à bord de ce salon. Nous sommes dans une voiture Pullman. Voiture Pullman, c'était quoi? Eh bien, c'était les trains de rêve, les trains de prestige. Les voitures Pullman, regardez, c'était cela. Vous voyez, des wagons à la forme caractéristique. Les couleurs d'origine étaient marron et crème, puis après ils sont devenus bleus et crème pour satisfaire à compagnie des wagons-lits. À l'intérieur, il y avait, vous voyez, de magnifiques salons, des wagons-restaurants. Les voitures Pullman étaient caractéristiques aussi, vous voyez, par la forme des vitres, ici sur les portes et puis sur les toilettes avec leur ovale. Et donc, nous sommes bel et bien dans une voiture Pullman. Pourquoi? Ben, regardez, pour vous situer les choses, vous reconnaissez, là, eh bien, la forme caractéristique des vitres. Et tout y est. Le décor est parfait. Attendez, sur une photo de l'époque, regardez, vous voyez, ça, c'est bien les fauteuils Pullman. Ça, c'est bien la table Pullman. Là, regardez, la petite lampe Pullman. Et puis vous reconnaissez, regardez, les boiseries. Bref, je suis dans une voiture Pullman. Il ne manque rien au décor. Ah, juste un petit détail. Le bruit, toc, 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 les vibrations. Mais oui, je suis dans un appartement parisien, chez un collectionneur étonnant, puisqu'il a transformé tout son appartement dans un décor de chemin de fer. Juste un tout petit détail, on le verra tout à l'heure dans ce DVD. Ça, c'est une banquette caractéristique que l'on trouvait dans les wagons-lits, dans les voitures Pullman. Vous avez la banquette de jour, et puis la nuit, ça se transformait en lit. Allez, encore un autre détail. Ça aussi, c'est du matériel d'origine minutieusement récupéré sur des épaves. C'est une table Pullman avec toute l'argenterie. Allez, un dernier détail. Attendez. Il y avait un bar dans les wagons de la compagnie internationale des wagons-lits. Donc, il a installé, il a récupéré un bar. Et vous voyez que le matériel d'époque, bien sûr, soit champagne, évidemment, marqué compagnie internationale des wagons-lits, petite tasse, etc. Bref, ce numéro insolite est consacré au train de rêve, au train de luxe, au roi des trains, comme on l'appelait, au train des rois, eh bien, à l'Orient Express. Revenons un petit peu en arrière. Au début du chemin de fer, c'était des données économiques qui pilotaient le développement du chemin de fer. Les compagnies ont fait, bien entendu, fortune. Et les compagnies ont cherché à récupérer une nouvelle clientèle, une clientèle qui payait, une clientèle de luxe, une clientèle habituée à de grands déplacements, à l'époque, en diligence. Et bien entendu, ils ont fait des premières classes et ils ont fait des trains de luxe, parce que ces gens étaient habitués au confort et ces gens payaient. Et c'est ainsi que ce n'est dans toute l'Europe des trains de luxe, des trains de rêve. C'était le Transsibérien, ça a été le Londres-Lisbonne, le Calais-Méditerranée, le fameux Orient Express, le Simplon Orient Express, parce qu'il a pris plusieurs noms. Ça, Clive Lemming nous en parlera tout à l'heure. Donc, ce DVD est consacré à l'Orient Express. L'Orient Express, juste pour vous dire, voici une affiche, vous voyez, de l'époque, qui s'appelait aussi Simplon Orient Express, parce qu'il utilisait le Simplon. Et ce Simplon Orient Express partait de Londres pour aller à travers toute l'Europe, vous voyez, jusqu'à Constantinople, c'est-à-dire, on l'appelait ça Stamboul, comme le dit Clive Lemming dans son livre Istanbul. 80 heures de train, presque 3 jours, mais dans le plus grand de tous les livres. Vous allez le voir dans ce DVD. Dans ce DVD, donc, un film et 4 bonus. Le film, tout seigneur, tout honneur, bien entendu, c'est l'Orient Express. 4 bonus. Premier bonus, eh bien, tout d'abord, la visite de cet appartement. C'est vous dire, allez, c'est la caverne d'Ali Baba pour les amateurs de chemin de fer. Et vous serez stupéfait parce que vous allez découvrir. Comme nous aussi, lorsque nous avons repéré cette émission avec Bigaro. Deuxième bonus, comment ça marche? Comme ce train faisait Calais, Venise, et allait jusqu'à Constantinople, il passait par Venise. D'où l'idée de faire comment ça marche Venise, ou plutôt, comment sauver Venise des eaux. Troisième bonus, le matériel, les fameuses locomotives Crocodile. Vous vous souvenez Crocodile? C'était les machines suisses électriques qui permettaient de gravir, non pas le Simplon, mais le Gothard. Et dans le film Orient Express, vous verrez, cet Orient Express, lui, passe par le Gothard. Et le problème des Suisses, vous l'avez bien compris, lorsqu'il a fallu franchir les Alpes, c'était de faire des tunnels, mais il fallait avoir les tunnels les plus hauts possibles pour avoir le minimum de distance, donc il y avait de fortes rampes pour accéder aux tunnels. Rampes, courbes et contre-courbes.
Tant et si bien que les pauvres machines à vapeur ne pouvaient remorquer que quelques 140, 150 tonnes. Il a fallu donc passer à la traction électrique. Et la traction électrique, à l'époque, on ne savait pas faire des petits moteurs puissants qu'on pouvait loger dans les bogies. De fait, ces moteurs devaient être dans les caisses. Et la transmission entre la caisse et le bogie, vous vous souvenez des deux, se faisait à l'aide de bielles. Et les Suisses avaient résolu intelligemment le problème. Ils avaient fait une machine articulée qui faisait que la caisse reposait sur l'espèce de truc moteur. C'était les crocodiles, des machines articulées, les 1CC1, des machines de 128 tonnes qui, à l'époque, pesaient près de 3000 chevaux. Vous allez voir, c'est un document historique. Et puis enfin, un homme, un métier, notre quatrième bonus, cet homme, vous le connaissez, c'est notre historien, c'est Clèves Léming qui va nous raconter l'histoire de la Compagnie internationale des wagons-lits. Allez, bon voyage. Vendredi 10 septembre 1993, gare de Bâle SBB. La AE 66 11414 s'apprête à prendre son service. Cette locomotive à l'insigne cantonal bernois roulera tout à l'heure en double traction avec une machine sœur aux couleurs cantonales genevoises et au matricule 11425. Elles conduiront ensemble un train célèbre, l'un des plus mythiques de l'histoire ferroviaire européenne, Venise-Simplon-Orient Express, qui roulera sur le territoire suisse entre Bâle et Chiasso via le Saint-Gothard. La veille, le luxueux convoi a quitté Paris-Gare de l'Est. Il atteindra la cité des Doges tard dans la soirée. Qu'il traverse le massif du Gothard est un événement exceptionnel, car ce convoi emprunte généralement le parcours austro-italien par le col du Brenner. 17 wagons d'un poids total de 950 tonnes nécessitent une double traction pour entreprendre la difficile montée du Saint-Gothard. Les deux machines AE 66, aux célèbres moustaches métalliques argentées, font partie d'un parc de 25 unités qui portent toutes les emblèmes des cantons suisses. Après plus ou moins 40 ans de bons et loyaux services, elles sont toujours considérées comme le symbole de la ligne du Saint-Gothard. Il faut savoir que ces locomotives, d'une puissance de 4300 kW, peuvent atteindre une vitesse maximale de 125 km/h. Dans une configuration CO-CO, elles accusent un poids total de 120 tonnes.
Le train spécial, portant le numéro 33043, roule maintenant en direction de Chiasso, en empruntant la ligne du Bötsberg via Zurich. Puis, longeant les lacs de Zoug et des 4 cantons, le convoi atteindra 1 heure plus tard le tunnel du Saint-Gothard. La rame du prestigieux train, sur ses 68 essieux, défile sur une longueur de 400 mètres. La gare de Pratteln est à la périphérie de Bâle. Ici se séparent les lignes de Holton et de Rheinfelden. A noter qu'au sein de cette ville se trouvent les célèbres ateliers des wagons Schindler. Sur les chantiers successifs de la ligne du Bötsberg, des hommes s'affairent à préparer le trafic de demain. Cette ligne fait partie du couloir européen nord-sud. Elle doit être équipée dans les plus brefs délais d'une technologie de pointe.
Passage à Steinsäckingen, aiguille incontournable pour emprunter la ligne du Bötsberg ou celle de Koblenz. Cette dernière fut mise en service en 1892. À bord des wagons-restaurants du Venise-Simplon Orient Express, des chefs de renommée internationale et leurs brigades s'activent au fourneau pour honorer la meilleure table roulante du monde. Le portail nord du tunnel du Bötsberg. Long de 2526 mètres, ce tunnel fut inauguré en 1875. À son portail sud, il débouche sur la petite gare du village de Schinsnach.
Le pont que traverse l'Orient Express fut construit en 1904. Il enjambe l'Aar et sa structure métallique s'élève à quelques jets de pierre de la ville de Brugg. La voie unique longeant le lac de Zug relie Zurich à Hart-Goldau. Véritable point de départ de la ligne mythique du Saint-Gothard, elle fut mise en service le 1er juin 1897.
Walchwil, bloqué entre la montagne et le lac de Zoug, est un des villages typiques de la région. Le 4 octobre 1883, le premier Orient Express reliait Paris à la capitale roumaine. L'œuvre du Belge Georges Nagelmakers devint très vite le moyen de transport favori des grands de l'époque. Les voitures Pullman étaient inspirées de celles de l'Américain George Mortimer Pullman. En 1906, avec l'ouverture de la première galerie du tunnel du Simplon, via Milan, ces luxueux convois gagnèrent de précieuses heures sur le temps de parcours. C'est en 1921 que traversait sous le Simplon le premier Simplon Orient Express à destination d'Istanbul. Les plus grands noms des arts et de la politique, sans oublier les œuvres de grands romanciers comme Agatha Christie, ont donné ses lettres de noblesse à ce train. Il est entré à jamais dans l'histoire de l'épopée ferroviaire. La Deuxième Guerre mondiale sonna le glas de cette fabuleuse aventure du rail, aventure qui avait duré plus de 60 ans. Mais le 25 mai 1982, sous l'appellation Venise-Simplon Orient Express, ce train renaissait de ses cendres. Il est heureux de savoir qu'un tel livre d'histoire roulant passera le seuil du 3e millénaire et que l'on pourra toujours aller s'émouvoir sur la lagune de la Cité des masques troublants. Après un arrêt de service à Erstfeld,
deux nouveaux mécaniciens ont pris en main les destinées du convoi. Ici commence le tronçon montagnard avec ses rampes jusqu'à 27 pour 1000 et les 3 tunnels hélicoïdaux de la montée nord du Gothard. L'Orient Express passe la célèbre courbe de Wattingen, point de départ du carrousel de Wassen, où l'on peut admirer les trains sur 3 paliers. Les passagers participent à ce spectacle et contemplent l'église de Wassen sous 3 angles différents. Le train monte le long de masses rocheuses impressionnantes. Il a parcouru 29 km d'un tronçon montagnard de 634 mètres de dénivelé. Au sud de la gare de Göschenen, à 1106 mètres d'altitude, l'imposant portail nord se dresse à l'entrée des 15 km du tunnel du Saint-Gothard. C'est après 10 ans de construction sous la houlette de l'ingénieur genevois Louis Favre que fut mise en service en 1882 cette première grande traversée ferroviaire des Alpes suisses. À l'intérieur de la galerie, il règne une température constante de 20 degrés. Ce n'est qu'en 1909 que les CFF ont pris possession du réseau des chemins de fer du Gothard, réseau privé qui, dans les années 20, électrifia l'ensemble de la ligne.
Airolo. À la sortie du tunnel à 1142 mètres d'altitude, la gare la plus haute du réseau des CFF. Sur les 50 km de descente jusqu'aux plaines de Lombardie, le convoi perdra 1000 mètres d'altitude. Dans la vallée de la Leventina, ce ne sont pas moins de 4 tunnels hélicoïdaux qui permettent au train d'atteindre la Biaschina. Le cours supérieur de la rivière Ticino, rivière qui donne son nom au canton, descend lui aussi de 3 niveaux pour atteindre plus bas la charmante ville de Biasca. Lugano, métropole touristique de la région du Sottoceneri, jouit d'une situation privilégiée entre le Monte San Salvatore et le Monte Bre. Elle invite à la promenade sous les palmiers et le long des terrasses fleuries qui longent les rives du lac.
L'Orient Express traverse les fameuses digues de Melide avant de parcourir le délicieux Mendrisotto. Chiasso, ville frontière typique à 230 mètres au-dessus du niveau de la mer, est aux confins du réseau ferroviaire suisse. La gare internationale gère les deux réseaux, suisse et italien. La ligne frontière coupe en deux la gare voyageurs. Les deux AE66 et leurs mécanos ont terminé leur service. Ils cèdent leur place à l'équipe italienne aux commandes d'une machine de type E656 de la FS qui va prendre le chemin de Milan, puis celui de Venise.
Bienvenue donc chez ce passionné des chemins de fer, ce collectionneur qui, je vous le disais, a transformé son appartement parisien en un véritable musée, mais surtout, il a recréé l'atmosphère des trains de luxe, des fameux trains Pullman, des fameux trains des wagons-lits. Juste quelques petits détails. Donc vous voyez, c'est une pièce qui était aménagée, et vous voyez que sur les murs, il n'y a que des boiseries authentiques, des boiseries en acajou qui étaient à l'intérieur des voitures, les fameuses voitures bleues. Et puis ici, vous avez matériel d'époque, l'ambiance d'une voiture Pullman. Les voitures Pullman, c'est caractérisé par le fait que c'était de véritables salons avec des fauteuils. Tout ceci, c'est du matériel d'origine, c'est-à-dire patiemment récupéré sur des épaves ou dans des bourses ou à Drouot. Vous avez la table d'origine, qui était aussi à bord du Pullman. Il a redécoupé, il a retrouvé une fenêtre, une véritable fenêtre qu'il y avait donc dans ces voitures Pullman. Vous avez les boiseries, vous avez le porte-bagages, vous avez la lampe. Tenez, là, ça c'est la banquette-lit que l'on trouvait dans les voitures-lits. C'est-à-dire là, on est en jour et puis la nuit, ça devient une banquette-lit. Ça aussi, également, dans les voitures Pullman, fauteuil cuir, tout est en argenterie, c'est véritable argent, petite table. La moquette, vous savez que la verrerie et les décorateurs, c'était Lalique. Moquette Lalique, et puis juste un petit coup d'œil sur la beauté de la marqueterie. Tenez, suivez-moi bien, regardez. C'est une marqueterie tout à fait authentique que l'on trouve ici, sur les murs. Ne parlons pas, bien entendu, du bar, qui est un bar d'époque. Mais ça, c'est juste un tout petit aperçu. Tenez, suivez-moi bien. Je vous précise, nous ne sommes pas dans un musée. Nous sommes dans un appartement parisien. La porte a été empruntée, bien entendu, à une voiture Pullman. Et suivez-moi bien. Et à bord, donc, des wagons-lits, il y avait, vous vous souvenez, un petit cabinet de toilette. Et regardez, il est minutieusement reconstitué avec du matériel d'origine d'époque. Il y avait d'abord la petite armoire à toilette. À l'intérieur, il y avait la carafe pour l'eau, le verre à dents, le petit brosse à dents et le petit tube dentifrice.
en dessous, il y avait le lavabo. Tenez, regardez, voilà. Dos parfaitement d'origine, récupéré sur du matériel ou racheté à Drouot, par exemple, et parfaitement constitué. Et puis alors, détail suprême qu'il y avait dans les wagons-lits, il y avait le juge, autrement dit, le pot de chambre, se trouvait là. Et quand on le plaçait dans son rangement, vous avez compris, il se vidait. Mais malheureusement, il n'était pas rincé. Mais ce n'est pas tout. Il a transformé une chambre d'amis en véritable duo, c'est-à-dire en couchette. Oui, on peut rentrer. Et regardez, c'est incroyable. On y est réellement. Vous voyez, vous trouvez donc les deux couchettes avec le velours d'origine, la petite échelle, le porte-bagages, les coussins. Rien ne manque. Aucun détail. Même celui-ci. La casquette. Celui qui était à bord, ça s'appelait, devinez, un conducteur. On ne peut pas être un passionné de train sans être un passionné de vapeur. Et là, regardez, on est au royaume de la vapeur. C'est à mi-chemin entre le modélisme, le véritable train à vapeur vive et puis le jouet. Tenez, petit aperçu. C'est une mine d'or, tenez. Voilà, la pièce de choix, la pièce maîtresse, regardez, c'est cette magnifique 151. C'était les machines qui tiraient les trains de marchandises. Vous avez là, ici, une belle pièce, vous voyez, c'est une reproduction parfaite de la Crompton. Là, vous avez les machines qui ont tiré l'Orient Express, notamment cette 220. Là-haut, c'est toute une collection de trains jouets. Et là-haut, magnifique maquette. Mais le royaume de la vapeur était beaucoup plus important qu'on l'imagine. Il y avait, au milieu du 19e siècle, de la vapeur partout. C'était la seule source d'énergie. Il n'y avait pas les moteurs électriques. À telle enseigne, eh bien, qu'on en faisait des jouets, mais qu'on en faisait également, regardez, des pendules. Vous voyez, il y avait une pendule, mais dont le thème était la machine à vapeur, c'est-à-dire la reproduction des premières machines de Watt, des machines à balancier. Vous en avez ici, beaucoup plus évolué, là. Et regardez cette magnifique pendule avec cette machine à vapeur. Et on regardait tourner les aiguilles, tout en regardant fonctionner la machine à vapeur. Et puis n'oublions pas que dans les campagnes, dans les petites usines, chacun avait sa petite machine à vapeur. C'était des machines simples, à chaudière verticale, avec un piston vertical, un grand volant pour l'inertie, transmettait la puissance à un arbre avec des poulies à l'aide de grandes courroies en cuir, et chaque machine-outil, chaque petite machine recueillait la puissance motrice à l'aide de grandes courroies. Il y avait des collections, j'ai connu ça, entières, de grandes courroies qui desservaient chaque machine. Et on embrayait, il y avait une poulie folle, une poulie motrice avec un grand levier, on embrayait. Et puis le drame, c'était quand la courroie sautait. Et dans les campagnes, il y avait, on a tous connu, ces locomobiles qui étaient la puissance motrice, qui entraînaient les batteuses, les moissonneuses-batteuses. Donc on est au royaume de l'enchantement. C'est fascinant. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une autre pièce, encore plus merveilleuse. Et la visite continue. Vous voyez, avec des locaux. Il y en a partout. Tenez, celle-là. Vous la reconnaissez, c'est la magnifique. C'est les premières Mountain, les 241. Il y a eu les A de l'Est, et puis les 241C du PDM, qu'on appelle les paraboloïdes, vous voyez, avec l'avant caréné pour lutter contre la résistance de l'air. Et c'est à partir de ces machines qui n'ont pas eu de succès 241C que l'on a fait les fameux 241P que vous avez vus, et on a voyagé à bord dans un numéro. Et des machines à vapeur, je vous disais, mais c'est fou, il y en a partout. Il y en a plein de vitrines. Il y a des jouets, il y avait des petits jouets, des petites machines à vapeur. On mettait de l'alcool à brûler, de l'eau, et puis on faisait fonctionner, c'est tout, vous voyez. Ça, c'était des jouets qui fonctionnaient réellement à la vapeur. Il y avait la petite chaudière, et puis le petit piston qui entraînait un petit volant. Et puis le dernier point, on rêve. Je suis fasciné. Attendez. Là, ça se passe de commentaires. C'est un rêve pour Père Noël. Ici, on a le souci du détail. Tenez, regardez, vous voyez cette pendule. En fait, il y en a une là et une autre de l'autre côté. Et ces pendules, marquées Pullman, permettaient de voir toujours l'heure quand on était au restaurant. Pourquoi? Parce qu'elles étaient sur le dosseret de la banquette séparant deux sièges. C'est-à-dire que moi, si j'étais assis là,
sur la banquette du voisin, je voyais l'heure, et le voisin qui était en face de moi voyait cela derrière moi, pouvait voir l'œil, astucieux. Et puis enfin ici, au paradis du jouet, de la maquette, de la vapeur, le jouet cher à Clive Lemming n'a pas été oublié. Regardez cette magnifique collection, j'oserais dire naïve, mais ça a permis à des enfants de jouer au petit train. C'est ce que je vous souhaite. Rendons hommage aux Vénètes, maintenant aux Vénitiens, d'avoir su transformer une poignée d'îlots perdus au milieu d'une lagune en une véritable cité construite en dur. Et c'est là toute la performance et toute l'ingéniosité de ce peuple, c'est d'avoir su bâtir une ville sur l'eau. Quelle a été l'astuce des Vénètes? Ils avaient donc à bâtir une ville en dur sur un sol mou, sur des sédiments. Donc pas de fondation. Qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont enfoncé dans le sol des troncs d'arbres, notamment des mélèzes imputrescibles, qui ont en quelque sorte foncé, durci le sol. Là-dessus, ils ont placé une couche de pierre d'Istrie, on le voit très bien, vous le voyez, c'est toute cette partie. L'avantage du calcaire d'Istrie, c'est que le calcaire d'Istrie est imperméable à l'eau. Et dessus, on a monté les murs des habitations. Murs qui sont en briques, étaient le seul matériau disponible. Seulement, voilà, l'ennemi, vous l'avez bien compris, ici, c'est l'eau. Dès que le mur de briques touche l'eau, l'eau qui est salée, il va se comporter comme une éponge. Donc il fallait éviter la migration de l'eau dans les murs, et voilà pourquoi on a placé soit une couche de pierre d'Istrie, soit, vous le voyez là, regardez, une feuille de plomb, de façon à éviter la migration de l'eau. Mais le deuxième ennemi de cette ville, c'est l'eau salée. Petite explication, regardez. Je vous l'ai dit, les murs sont bâtis en briques. Seulement, lorsque la brique s'imprègne d'eau salée et qu'ensuite l'eau se retire, l'eau en s'évaporant laisse à l'intérieur le sel, des cristaux de sel qui au fil des temps vont grossir. Et regardez, la pierre éclate avec ici les traces des cristaux de sel qui, en grossissant, font éclater la pierre. Enfin, le troisième ennemi de cette ville, j'oserais dire, c'est le temps. Ce sont les années, oui. Inexorablement, la ville s'enfonce petit à petit dans la lagune et malheureusement, le niveau de la mer monte, et ce, en raison du réchauffement climatique. Comme quoi, Venise lutte, se bat contre l'eau, mais la partie risque d'être perdue. Revenons en arrière, nous sommes à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Venise est au maximum de sa puissance économique, comme en témoigne cette magnifique place Saint-Marc, vous voyez, avec le palais des Doges. Seulement voilà, le vent est en train de tourner sur le plan économique, parce que l'Europe, eh bien, a découvert le nouveau monde, autrement dit l'Amérique. Et du coup, le trafic maritime se détourne peu à peu de la Méditerranée, et Venise entame un lent déclin. Seulement voilà, un malheur n'arrive jamais seul. Et les Vénitiens, avec stupéfaction, constatent que la lagune est en train de s'ensabler peu à peu. Et voilà ce qui se serait passé si on n'avait rien fait. Mais comme les Vénitiens sont des gens teigneux et courageux, ils entreprennent alors de gigantesques travaux pour sauver Venise de l'ensablement. Ils commencent d'abord par dévier les 3 rivières qui se jettent dans la lagune. Parallèlement à cela, ils ouvrent plus grandes les passes pour que la mer pénètre plus profondément de façon à désensabler la lagune. Et parallèlement encore à cela, eh bien, ils renforcent le cordon littoral pour lutter contre les agressions de la mer. Seulement voilà, le ver est déjà dans le fruit. En ouvrant plus grandes les passes, la mer pénètre plus profondément. Et avec stupeur, ils constatent que les îlots de la lagune commencent à être détruits par la mer. Mais ce n'est pas tout. Les choses s'accélèrent encore quand, en 1950, pour des raisons économiques, on construit, là, derrière moi, un port industriel, un port pétrolier, le port de Maghera. Et là, on élargit la passe et surtout, on l'approfondit à 16 mètres de profondeur pour laisser passer d'énormes bateaux. Et du coup, la mer pénètre plus profondément dans la lagune, notamment au moment des fortes eaux, des fortes marées et surtout des tempêtes. Et voilà pourquoi Venise, eh bien, est inondée régulièrement. Voilà pourquoi la place Saint-Marc, où je me trouve, plusieurs fois, près d'une dizaine de fois par an, se retrouve les pieds dans l'eau. Et les choses ne font que s'accélérer. Alors, les Vénitiens entament une véritable course contre la montre, je dirais dire une course contre la mort. On a entrepris des travaux dans cette magnifique ville et on commence à surélever
les places et les bords de mer. Mais la création de cette zone industrielle a entraîné le pompage des nappes phréatiques. Du coup, le sol s'est affaissé de 9 cm. Si on y ajoute le fait que les sédiments de la lagune se tassent naturellement de 4 cm par siècle et que le niveau de la mer a monté de 10 cm en raison du réchauffement climatique, en un siècle, le niveau de la mer a monté de 23 cm. Voilà qui explique qu'à chaque marée haute, l'eau arrive au ras de la place Saint-Marc. Résumons-nous, vous l'avez vu, donc en un siècle, le niveau de la mer est monté de 23 cm. Reste que, épisodiquement, l'eau dépasse parfois 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre 80. Ce sont des crues exceptionnelles. Pour que ceci se passe, il faut la convergence de 3 phénomènes. Premier phénomène, il faut d'abord que le vent souffle du sud et pousse l'eau dans la lagune, autrement dit, le niveau de la mer monte d'1 mètre. Deuxième phénomène, comme ça se produit quand il y a du mauvais temps, la pression atmosphérique baisse. Si la pression atmosphérique baisse, eh bien le niveau de la mer monte et on gagne encore 30 cm. Troisième phénomène, il y a les marées. Les marées qui vous donnent eh bien 50 cm supplémentaires. J'additionne 1 mètre, plus 30, plus 50, on arrive parfois à avoir 1 mètre 80 de montée d'eau dans la lagune. Autrement dit, Venise a réellement les pieds dans l'eau. Mais ce n'est pas tout. Comme la marée oscille dans la lagune, on est un peu dans le cas, si vous voulez, d'un plateau avec de l'eau. Et lorsque vous marchez avec un plateau avec de l'eau, il se produit des oscillations qui s'amplifient et l'eau finit par passer par-dessus bord. Eh bien, c'est ce qui se produit ici, au fond de la lagune. Autrement dit, le 1,80 m peut atteindre 2,50 m. Et 2,50 m, eh bien, on arrive, vous voyez, à hauteur des fenêtres. C'est une véritable catastrophe. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce phénomène d'aqua alta, des eaux hautes, eh bien, se produit plusieurs fois par an. Et le service qui s'occupe de ces prévisions, il est situé ici, en bordure du Grand Canal. C'est le centre des prévisions des grandes crues. Suivez-moi. C'est à Paolo Canestrelli que revient la responsabilité de prévoir les crues. Ici, il reçoit les informations météorologiques et suit en permanence les variations du niveau de la mer mesurées par un réseau de marégraphes. Nous sommes au pied de la basilique de la Salute. Cet abri abrite un marégraphe. Une fois par jour, ce technicien inspecte le système et relève les enregistrements. La suite, ce sont des modèles mathématiques analogues à ceux des crues des fleuves et beaucoup d'expérience. Nos modèles sont capables d'établir des prévisions plusieurs jours à l'avance pour tout ce qui concerne des phénomènes extrêmes susceptibles d'entraîner des inondations. Maintenant, si on souhaite établir des prévisions encore plus précises, encore plus pointues, on peut arriver à une prévision entre 3 et 6 heures avec une précision de l'ordre de plus ou moins 9 cm quant à la hauteur des crues. Comment alertez-vous la population ? Nous avons 2 systèmes principaux. Concernant les prévisions supérieures à 110 cm, nous avons d'abord un système de sirènes. Il en existe 16. 8 sont dans le centre historique de la ville et 8 sont situés dans d'autres endroits de la lagune. Nous avons également un secrétariat téléphonique entièrement automatisé, capable de répondre à 20 000 appels par heure. Et puis pour des situations plus ordinaires, nous éditons chaque jour dans la presse vénitienne un bulletin graphique. Telle est donc la situation de Venise. Situation, comme vous l'avez vu, critique. Mais d'autant plus critique que dans la perspective du réchauffement climatique, à l'horizon de la fin de ce siècle, on annonce, je dis bien on prévoit, une élévation encore de 50 cm du niveau de la mer. 50 cm de plus, à ce moment-là, Venise est définitivement sous l'eau. Que faire? Eh bien, il faut freiner l'arrivée de l'eau dans la lagune tout en la préservant. C'est là le double pari. Une première réflexion a été menée à la suite des inondations catastrophiques du 4 novembre 1966. En 1970-75, on a donc fait un modèle mathématique de la lagune. Puis, ensuite, on a fait ce qu'on appelle un modèle hydraulique. En 1980, un modèle hydraulique, ça s'est passé ici,
à Padoue, dans cet institut d'études hydrauliques. Tenez, un modèle hydraulique, en voici un. C'est une grande étendue, 1,2 hectares, c'est tout de même quelque chose, sur laquelle on reproduit à l'échelle du 250e, eh bien, toute la lagune avec l'écoulement de l'eau. Parmi tous les projets étudiés, c'est celui de Vannes Mobile qui a été retenu. Son nom, Moise. Le principe est le suivant. Dans chacune des 3 passes mettant en communication la mer avec la lagune, on va installer un système très astucieux de vannes. Au repos, elles sont couchées sur le fond. En cas d'annonce d'une montée des eaux, elles se relèvent pour venir obstruer la passe. Résultat, elles freinent la montée des eaux et ramènent les crues à ne pas dépasser 1,20 m. Autre astuce, pour résister à la houle, ces vannes sont formées de panneaux indépendants de 20 mètres de haut et de 18 à 28 mètres de long. Le principe est le suivant. Pas de moteur, mais l'injection d'air comprimé qui chasse l'eau comme dans les ballasses d'un sous-marin. Du coup, les vannes se relèvent. Même chose, mais en sens inverse pour la descente, de façon à ce qu'elle s'escamote complètement, laissant le passage à la navigation. Retour à Padoue, au centre expérimental pour modèles hydrauliques de Volta Barozzo, qui dépend de la magistrature des eaux de Venise. Ici, dans cet immense hall, on procède aux ultimes essais de comportement des vannes sous la houle. Ces études sont menées par le professeur Attilio Adami. Le principe est le suivant. Un batteur à houle fabrique des vagues. Celles-ci viennent dissiper leur énergie contre les vannes qui oscillent. Mais comme les vannes sont constituées par des panneaux indépendants les uns des autres, chacun oscille indépendamment de l'autre, ce qui évite les ruptures par torsion. Bref, ici, sous l'œil du professeur Attilio Adami, on procède aux ultimes essais de validation du système. Les idées, c'était deux. Le premier, voir si la variation de l'échelle de réduction comportait des variations dans le mouvement des vannes. La seconde était de voir le phénomène de l'éventuelle résonance dû à train de vagues qui arrivait et à la oscillation des vannes. Pour vous, professeur, maintenant, le projet est bon. Oui, du point de vue de l'hydraulique, le projet est bon. Et peut-être aller à la réalisation. Il ne résout pas les problèmes actuels, qui sont ceux d'un déséquilibre de la lagune. Il y a trop d'eau qui rentre, ça provoque de l'érosion, et ceci est dû à la profondeur des passes pour faciliter la navigation. Or, le projet ne prévoit pas de diminuer cette profondeur, donc ne résout pas ce problème. Le projet est bon parce que je dirais que ce projet est bon parce qu'il nous permettra de défendre Venise d'une catastrophe naturelle. Évidemment, je pense à celle qui a eu lieu en 1966. Donc je dis que ce projet est bon, mais il n'est pas suffisant pour libérer totalement les parties les plus importantes de la ville et pouvoir enfin nous libérer de ce fléau. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le dossier de Venise, comment sauver Venise des eaux. Mais vous l'avez compris, le dossier aujourd'hui n'est plus technique, mais il est politique. Autrement dit, comment sauver la ville des eaux tout en la maintenant sur l'eau? Comment concilier à la fois le tourisme et son développement économique, et notamment son port de commerce? Le magnifique exemple, vous l'avez là, sous les yeux, comment freiner l'entrée de la mer dans la lagune tout en permettant à d'énormes bateaux comme ceux-là de pénétrer, autrement dit, avec des passes de près de 15 mètres de profondeur. Voilà, si la ville de Venise arrive à résoudre cette contradiction, elle sera sauvée. En attendant, Venise ne reste pas les bras croisés. Et si durant 30 ans, rien n'a été fait pour l'entretien de la ville, actuellement, on met les bouchées doubles. Les canaux deviennent de gigantesques chantiers. On commence d'abord par en isoler une partie à l'aide de pales planches. On y pompe l'eau, et le spectacle est désolant. Au fond, 1 mètre à 1,20 m de boue qu'il faut enlever. Boue, disons plutôt fange, car toutes les eaux usées des habitations se déversent directement dans les canaux, par ces orifices. Spectacle attristant également que ces murs qui ont été rafistolés au fil des années.
Rassemblés sous l'étiquette d'Insula, tous les corps de métier sont mobilisés pour refaire l'étanchéité des canaux et reprendre les fondations des maisons. Un travail de fourmi où il faut refaire un à un tous les joints. Il faut également reprendre des pans entiers de murs de briques. Bref, de l'artisanat, car ici, tous les matériaux et tous les engins doivent être acheminés par des petits bateaux. On profite également de la réfection de l'ensemble des canaux de Venise pour relever les bordures et les places de quelques dizaines de centimètres, de façon à réduire les impacts des petites inondations. Bref, une course sans fin contre la montée des eaux, mais peut-être une course contre la mort. Avant que Venise ne disparaisse un jour sous les eaux, ne gâchons pas notre plaisir avec une promenade le long de la plus belle avenue maritime du monde. Le Grand Canal. Ici, l'esprit de géométrie rejoint l'esprit de finesse pour atteindre le sublime. En 1918, sous la contrainte exercée par les restrictions du charbon, les CFF commandaient les premières locomotives de série pour la ligne du Saint-Gothard. Le temps pressait. Il n'était pas question d'attendre la livraison des prototypes commandés précédemment qui ne devaient intervenir qu'en 1919. Pour la traction des trains directs, le choix se portait sur la série des BE46 de la firme BBC. Mais pour les trains de marchandises, il s'agissait d'une toute autre chanson. Le cahier des charges était très exigeant. Il précisait que la charge en rampe de 26 pour 1000 devait atteindre 430 tonnes à 35 km/h et 300 tonnes à 50 km/h. En plaine, en rampe de 10 pour 1000, la vitesse maximale de 65 km/h devait pouvoir être soutenue avec une charge de 300 tonnes. C'est ainsi que naissaient dans les ateliers de SLM et de Hurlicon ces gigantesques et merveilleuses locomotives BE68 et CE68, mondialement connues sous le nom de crocodiles. Tant de documentation, tant d'écrits et tant de photos ont été réalisés pour célébrer cette star du rail. C'est pourquoi notre propos ici n'est fait que de silence et de plaisir. Laissons courir notre imagination en les regardant évoluer dans leur imprenable décor où sillonne la plus mythique des lignes ferroviaires européennes.
Clèves Lémine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée, on peut mettre un nom, sur l'origine de ces trains de rêve, des trains de luxe? Oui, on peut mettre un nom en particulier sur un jeune homme belge qui s'appelle Georges Nagelmakers, qui est né en 1845 et quand il a 18 ans, il tombe amoureux d'une de ses cousines. Ça fait un peu désordre dans cette famille extrêmement aisée et on envoie guérir son mal d'Amérique, comme on dit, aux Amériques, comme Chateaubriand pour la même raison. Nagelmakers part dans ce qui n'est pas encore tout à fait les États-Unis, mais qu'on appelle les Amériques, et il est dûment chaperonné par le comte de Berlaymont, un ami de la famille, qui rêve de le guérir de sa maladie amoureuse. Le jeune homme, le jeune Georges, s'adonne à la chasse aux buffles et aussi aux jolies femmes. Et le comte de Berlaymont ne sait plus très bien où est le mal et où est le remède, mais il le fait voyager. Et à l'époque, circulent les voitures lits d'un dénommé George Mortimer Pullman, qui lui est l'inventeur, je dirais, de l'hôtel roulant. Effectivement, les voyages aux USA sont très longs, très pénibles sur une place assise. On voyage parfois 8 jours. Et Pullman a l'idée d'instaurer des voitures hôtels dans lesquelles on paye cher pour pouvoir voyager dans un vrai lit. Et Georges Nagelmakers prend des notes. Il voit ces wagons, il les essaie, et il écrit même un petit livre qui s'appelle « Projet d'instauration de voitures-lits sur les chemins de fer européens ». Ce n'est pas un titre à ramasser le Goncourt, ni enthousiasmer un éditeur, mais son idée est très bonne. Et dès 1872, il arrive à faire construire une voiture-lit et à l'engager sur le service Paris-Vienne. L'idée de Nagelmakers, c'est que l'Europe est paralysée par des frontières frileuses, des administrations tout aussi frileuses qui empêchent les affaires de se développer, les gens de voyager. Et il va donc lancer, ce qui n'a pas besoin d'exister aux USA, qui est un pays, je dirais, très ouvert, il doit lancer une facilité qui est offerte aux hommes d'affaires, voyager sans entrave et sans souci, dit-il, moi je m'en occupe. Il obtient même de pouvoir faire que les passeports des voyageurs soient confiés au conducteur des wagons-lits, c'est-à-dire cette personne qui accompagne les voyageurs, et les voyageurs n'ont plus à être importunés. Priver un fonctionnaire à l'époque de son coup de tampon magistral sur un passeport, c'est très frustrant. Et Nagelmakers arrive à ce tour de France de persuader les administrations européennes, prisonnières les unes de leurs Balkans, les autres de leur hégémonie allemande, les autres de l'Empire, du Second Empire, il arrive à les persuader que finalement le développement passe par le gommage complet des frontières. Donc c'est lui. Et c'est ainsi qu'est née donc la Compagnie internationale des wagons-lits. En 1976, Nagelmakers arrive à fonder cette compagnie à Bruxelles. C'est une compagnie qui est internationale, qui est partout et nulle part, qui fait rouler ces voitures qu'il faut donc accrocher aux trains normaux. Et le premier vrai train entièrement composé de matériel des wagons-lits, c'est le fabuleux Orient Express. Et nous sommes donc là en 1883. Et donc la recette fut bonne, formidable succès pour clientèle bien entendu aisée, notamment les Anglais qui descendaient sur la Côte d'Azur, j'imagine, ou qui allaient à Venise. Oui, c'est assez curieux que l'on pense aujourd'hui que ces trains sont attachés au tourisme pour des excentriques, plus quelques espions bulgares, quelques rois sans empire, quelques tsars, quelques belles espionnes, des demi-mondaines. Enfin, on a créé autour de ces légendes, je dirais autour de ces trains, des légendes dont je voudrais aujourd'hui quelque peu me faire pardonner si je plombe l'ambiance. Ces trains s'adressaient surtout à des fonctionnaires. Les fonctionnaires internationaux, à leurs épouses qui allaient les rejoindre en poste, qui rentraient pour les vacances, de riches commerçants, des hommes dans l'import-export, certes quelques marchands d'armes qui ne devaient pas avoir la conscience bien tranquille en dormant la nuit dans les wagons-lits, mais c'est tout. Il fallait qu'Agatha Christie écrive des livres. Oui, Agatha Christie et James Bond, je crois aussi d'ailleurs, sont effectivement des héros de cette légende, mais la réalité est beaucoup plus proche, je dirais, de celle du contenu d'une classe affaires des avions d'aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui doivent voyager, à qui on offre finalement un confort qui est nécessaire pour dormir 2-3 nuits de suite et une restauration de qualité. Voilà, ce sont des hôtels, ce sont de bons hôtels, de très bons hôtels de l'époque, ce sont des palaces roulants, mais il n'y a pas ces comtesses qui se saluent, ces princes qui s'ignorent, enfin ce bar où on se retrouverait entre gens du monde. Il y en a eu, il y a eu des gens du monde qui ont voyagé dans ces trains. On pense à Grace Kelly, on pense au milliardaire américain Gould, on pense à André Citroën. Ils ont pris parfois ces trains, mais ce n'était pas ce qu'on appelait la garden party roulante, la fête à travers l'Europe illuminée. Alors pourquoi ces trains ont-ils disparu? C'est la Deuxième Guerre mondiale qui les a tués? Dans le fond, l'explication de la disparition des trains se fait par l'explication de la clientèle qui les fréquentait, les hommes d'affaires. À un moment donné, à partir de 29-30, l'aviation est là.
Sur Paris-Londres, on offre finalement un trajet en 2 heures de temps, alors qu'il en fallait 7 à 8 par le night ferry, n'est-ce pas? On offre sur Paris-Istanbul, finalement, il fallait 3 jours. Là, ça devient une grande journée en avion. Donc finalement, c'est surtout l'avion qui va vider ces trains de luxe de leurs voyageurs, pas tellement l'automobile. Parce que l'automobile, c'est l'hispano-suisse avec son chauffeur qui suit avec les bagages pour les sur la Côte d'Azur une fois par an. C'est pas ça qui va affecter. Mais ce sont vraiment les avions qui vont donc finalement tuer et déplacer ces hommes d'affaires pressés, qui regardaient leur montre à bord de ces belles voitures-lits, et on va les déplacer vers l'aviation. Et maintenant, on entre dans une vague rétro, c'est à la mode. Est-ce qu'il y a un avenir, non pas pour tous ces trains de luxe, mais pour un certain nombre de trains de luxe? Oui, l'Orient Express d'ailleurs naît aujourd'hui de nouveau de ses centres avec des tas d'Orient Express, Nostalgie Orient Express, Pullman Orient Express, qui sont composés avec du matériel authentique ancien et qui arrivent à faire vivre cette nostalgie et à satisfaire des gens qui acceptent d'être prisonniers du rêve. Nous sommes en 2009, mais enfin on arrive avec le décor, le service, la qualité, à s'enfermer dans une sorte de bulle sur laquelle il est marqué 1929 et y croire le temps d'une nuit, le temps d'un songe. Finalement, les songes sont faits pour être rêvé, l'espace, un espace extrêmement éphémère. Est-ce que Clave Lémigne regrette cette époque? Je dois vous dire non. Je suis tout aussi heureux aujourd'hui de voir des TGV pleins, circuler à grande vitesse dans tous les sens. Le chemin de fer vit, le chemin de fer vit. Il joue, au contraire, son triomphe. C'est une époque, des années 29, 30 jusqu'à 1960, où le chemin de fer meurt. Il meurt, les cheminots sont découragés. Ce sont des gens qui... Les technocrates, d'ailleurs, les décideurs qui pensent autoroute et béton, disent le chemin de fer est une survivance archaïque du passé. Merci le choc pétrolier, merci la crise énergétique, qui rend au chemin de fer tout son dynamisme. Alors les TGV doivent-ils ressembler à des Orient Express? Peut-être par certains côtés. Il manque un peu de chaleur et de qualité, je dirais, dans la vie. Mais en même temps, faire Paris-Marseille en 3 heures, finalement, n'est-ce pas merveilleux? Et de penser qu'il y a tant de gens, tous les jours, il y a 100 000 personnes sur une ligne TGV. L'Orient Express, c'était 70 personnes, 3 fois par semaine, qui allaient de Paris à Istanbul. C'était quand même très peu.